Personne ne s'attend à ce qu'un 767 disparaisse. Ça n'arrive tout simplement pas. Où est le vol 370 de Malaysia Airlines? Des débris ont été retrouvés au large de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Le deuxième morceau de l'épave du MH370 a été récupéré. Pendant des années, le vol MH370 a été l'un des mystères les plus frustrants de la planète. L'avion transportant 239 personnes a soudainement disparu sans explication tangible. L'appareil a viré immédiatement après que le transpondeur a été désactivé. Nous ne savons pas si cela a été fait volontairement ou sous la contrainte. Nous n'en avons tout simplement aucune idée. Mais un passager aurait peut-être trouvé un moyen de communiquer à travers un message texte envoyé après la disparition de l'avion. Était-ce réel? Était-ce une erreur? Ou ce message unique a-t-il fait éclater l'affaire au grand jour? Dans cette vidéo, nous allons retracer le vol, les dissimulations, les rumeurs et le message qui pourrait tout résoudre. Le vol qui a disparu. C'était censé être un vol normal, juste un trajet de nuit ordinaire de Kuala Lumpur, en Malaisie, à Pékin, en Chine. Le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé un peu après minuit le 8 mars 2014. Il y avait 239 personnes à bord des passagers du monde entier, y compris des familles et les familles des couples des voyageurs d'affaires et des membres d'équipage faisant simplement leur travail. L'avion était un Boeing 777 réputé pour sa fiabilité. Ce n'était pas un petit avion, mais l'un des plus fiables dans le ciel. La météo était claire cette nuit-là lorsque l'équipage a communiqué avec le contrôle aérien pour confirmer que tout allait bien et rien ne semblait anormal. Puis c'est arrivé. À 1h19, le pilote a prononcé ses derniers mots au contrôle aérien. « Bonne nuit, Malaisien 370 » et ce fut tout. Quelques minutes plus tard, le MH370 a disparu des radars civils. Comme ça, il était parti. Au début, personne n'a paniqué. Les avions perdent parfois le contact pendant un instant après tout. Peut-être y avait-il un problème technique, ou peut-être que l'équipage reprendrait contact dans quelques minutes. Mais les minutes ont passé, puis les heures et personne n'a eu de nouvelles de l'avion. Quand le vol MH370 n'est pas arrivé à Pékin ce matin-là, les alarmes ont enfin retenti. Les familles attendant à l'aéroport ont commencé à s'inquiéter. La compagnie aérienne a annoncé qu'elle avait perdu le contact avec l'avion, ce qui a rapidement semé la panique. Des équipes de recherche ont été déployées et les chaînes d'information du monde entier ont commencé à rapporter la disparition du vol. Les premières recherches se sont concentrées sur la mer de Chine méridionale, là où l'avion avait été vu pour la dernière fois sur le radar. Des bateaux et des hélicoptères ont été envoyés, mais ils n'ont rien trouvé. Pas une seule trace. Pas de débris, pas de signaux, pas même un site de crash. C'était comme si l'avion s'était volatilisé. Et c'est là que les choses sont devenues étranges. Quelques jours après le début des recherches, les autorités malaisiennes ont révélé que le radar militaire avait détecté le MH370 se dirigeant vers l'ouest, après avoir disparu des radars civils. Au lieu de se diriger vers la Chine, il est revenu sur la Malaisie. Puis, il a viré à nouveau et s'est dirigé vers l'océan Indien. Pourquoi un avion de ligne emprunterait-il un trajet aussi étrange? Qui le pilotait? Était-il toujours sous contrôle? C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se poser des questions plus importantes. Était-ce un détournement? Une erreur humaine ou des circonstances imprévues auraient-elles pu jouer un rôle? Était-ce une défaillance technique majeure? Au fil du temps, la disparition du MH370 est devenue l'un des mystères
les plus complexes de l'histoire de l'aviation. Des gouvernements, des experts et même des détectives amateurs sur Internet à travers le monde ont tenté de comprendre. Tout le monde avait une théorie et tout le monde voulait des réponses. Mais personne n'en avait vraiment. L'avion était parti et il n'y avait aucun signe clair indiquant où il était allé ou pourquoi. La confusion dans les premières heures. Quand le vol MH370 a disparu des radars, les choses n'ont pas immédiatement alerté. Au début, personne ne semblait trop inquiet. Les avions perdent parfois le contact pendant un court moment. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Donc, dans ces premiers instants, les personnes suivant le vol ont probablement pensé que ce n'était pas grave qu'ils reprendraient contact bientôt. Mais les minutes ont passé, puis d'autres, et toujours aucun contact. Le vrai problème était dit que personne ne savait exactement quand ni où l'avion avait disparu. Et pire encore, différentes personnes regardaient différents écrans et elles ne voyaient même pas toutes la même chose. Pour compliquer encore les choses, Malaysia Airlines a mis des heures avant de confirmer que le vol était vraiment porté disparu. Les familles attendant à l'aéroport de Pékin ont été les premières à sentir que quelque chose n'allait pas. L'avion devait atterrir vers 6h30 du matin, mais ce moment est arrivé et passé sans aucune mise à jour ni annonce. Finalement, la compagnie aérienne a publié un court communiqué. Île d'Ashton perdu le contact avec le vol MH370, mais ils n'ont pas précisé quand cela s'était produit ni ce qui aurait pu en être la cause. Ce silence a aggravé les choses. Certains membres des familles ont commencé à pleurer. D'autres ont commencé à crier sur le personnel de la compagnie aérienne, désespérés d'obtenir des informations. Pendant ce temps, en Malaisie, les responsables gouvernementaux et les équipes de recherche s'efforçaient de déterminer où chercher. Sur la base de la dernière position connue, ils ont commencé à fouiller la mer de Chine méridionale, ce qui semblait logique à l'époque. Des dizaines de navires et d'avions de différents pays ont rejoint la mission. C'était l'un des efforts de recherche les plus importants de l'histoire de l'aviation. Mais il y avait un problème. Ils cherchaient au mauvais endroit. Quelques jours plus tard, l'armée malaisienne a révélé quelque chose qui a tout changé. Leur radar avait suivi un avion non identifié faisant demi-tour à travers la péninsule malaisienne puis se dirigeant vers la mer d'Andaman. Cet avion inconnu était très probablement le MH370, mais cette information n'a pas été rapportée immédiatement. Pendant un certain temps, les autorités n'ont pas partagé cette information avec le public, ni même avec les autres équipes de recherche. Ainsi, pendant que les gens fouillaient la mer de Chine méridionale, l'avion était peut-être déjà loin volant dans une direction complètement différente. Ce retard a causé encore plus de confusion. Différents responsables donnaient des réponses différentes. L'un disait que l'avion avait été vu pour la dernière fois en direction du nord-est. Un autre disait sud-ouest. Les familles étaient en colère et les journalistes étaient confus. Personne ne savait quoi croire. Et plus les gens parlaient, plus on avait l'impression d'une dissimulation. En réalité, il s'agissait probablement simplement d'une mauvaise communication. Mais dans une affaire aussi mystérieuse, même les petites erreurs ressortaient. Les premières heures après la disparition du MH370 ont été remplies d'opportunités manquées de mauvaise communication et d'erreurs. Et ces heures étaient peut-être les plus importantes. Si les données radar avaient été partagées plus tôt ou si la recherche avait commencé au bon endroit, peut-être que l'histoire serait différente aujourd'hui. Mais ce ne fut pas le cas. Ces premières heures ont été perdues et avec elles, peut-être la meilleure chance de retrouver l'avion. Éteindre le transpondeur.
Fait intéressant juste après que le vol MH370 a quitté l'espace aérien malaisien et il était sur le point d'entrer dans l'espace aérien vietnamien, le transpondeur a été désactivé. Alors qu'un transpondeur? C'est essentiellement un petit dispositif sur l'avion qui communique avec le contrôle aérien. Il envoie des informations importantes comme l'identifiant de l'avion, l'altitude et la vitesse, et il aide les systèmes de radar à suivre l'avion plus facilement. En d'autres termes, c'est ce qui rend l'avion visible sur les écrans radars civils. Et quand ce transpondeur s'est éteint, le MH370 a disparu des radars civils. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans une pièce et était sorti sans dire au revoir. Mais voici le problème. On ne peut pas éteindre un transpondeur par accident. Ce n'est pas quelque chose que l'on heurte ou que l'on presse par erreur. Cela nécessite quelques étapes délibérées dans le cockpit. C'est pourquoi cela a immédiatement soulevé des drapeaux rouges. Les pilotes sont formés pour utiliser le transpondeur et l'éteindre ne fait partie d'aucune procédure normale. Les enquêteurs pensent que le transpondeur a été désactivé quelques minutes après la dernière transmission vocale. Le timing semblait important, comme si celui qui l'avait fait savait ce qu'il faisait et quand le faire. Certains pensaient que cela pourrait être une défaillance technique. Les avions sont pleins d'électronique et des choses peuvent se casser. Mais les experts ont dit que la probabilité qu'un transpondeur tombe en panne tout seul juste au moment où l'avion changeait de zone d'espace aérien était extrêmement rare. Et voici un autre détail étrange. Même après que le transpondeur a été désactivé, le radar militaire a continué à détecter l'avion, ce qui signifie qu'il n'a pas complètement disparu. Il a continué à voler, mais seules les personnes ayant accès à l'équipement militaire pouvaient le voir maintenant. Et cela a soulevé une question effrayante. Quelqu'un essayait-il de cacher l'avion intentionnellement? Si l'objectif était de faire disparaître l'avion des radars, éteindre le transpondeur, était la première étape. C'est pourquoi beaucoup de gens, y compris des experts, ont commencé à penser que ce n'était pas juste un tragique accident. Certains ont même commencé à envisager des scénarios impliquant des actions délibérées. Mais qui l'a fait et pourquoi? Était-ce le pilote un pirate de l'air ou quelqu'un d'autre dans le cockpit? Le capitaine Zahari Shah. Lorsque le vol MH370 a disparu, un nom est rapidement devenu le centre de l'attention. Le capitaine Zahari Ahmad Shah. C'était l'homme en charge de l'avion cette nuit-là, un pilote expérimenté avec plus de 18 000 heures de vol. Âgé de 53 ans, il était très respecté, amical, apprécié de beaucoup et travaillait pour Malaysia Airlines depuis 1941. Beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui le décrivaient comme calme, confiant et très compétent dans le cockpit. En dehors du pilotage, Zahari vivait dans un quartier calme à Shah Alam en Malaisie. Il était marié et avait 3 enfants adultes. Il avait également une chaîne YouTube où il publiait des tutoriels techniques et des vidéos de réparation d'appareils ménagers. Il aimait cuisiner, piloter des drones et partager des astuces de vie. Pour beaucoup, il semblait être un gars ordinaire et terre à terre. Mais après la disparition du MH370, les enquêteurs ont examiné en détail divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle. Les gens voulaient des réponses et Zahari était la dernière personne connue à piloter l'avion. Ainsi, les enquêteurs ont dû poser les questions difficiles. Était-il responsable? Aurait-il pu faire quelque chose intentionnellement? Une chose qui a retenu l'attention pendant l'enquête était que Zahari avait un simulateur de vol personnel chez lui, ce qui n'est pas inhabituel pour les pilotes, car beaucoup aiment s'entraîner à piloter pendant leur temps libre.
Mais lorsque les autorités ont vérifié les données du simulateur, elles ont trouvé quelque chose d'étrange. Parmi les trajectoires enregistrées, il y avait un itinéraire qui se terminait dans le sud de l'océan Indien, près de l'endroit où le MH370 est supposé avoir disparu. Cela a fait sourciller les enquêteurs. Était-ce une simple coïncidence? Ou avait-il répété quelque chose? Pourtant, cela ne prouvait rien. Les données du simulateur dataient de plusieurs mois, et ce n'est pas parce qu'un pilote simule un vol quelque part qu'il prévoit de le faire dans la vraie vie. En fait, les pilotes essaient souvent des trajectoires difficiles ou étranges, juste pour le plaisir ou pour s'entraîner. La police malaisienne a examiné sa santé mentale, ses finances, son mariage et son activité sur les réseaux sociaux. Ils n'ont trouvé aucun signe de comportement radical, pas de dettes importantes et aucune preuve de terrorisme. Mais il y avait des indices subtils suggérant que Zahari n'allait peut-être pas bien émotionnellement. Certains rapports suggéraient que son mariage était tendu. Il vivait peut-être seul dans les jours précédant le vol. Quelques amis ont dit qu'il semblait renfermé, tandis que d'autres disaient au point qu'il allait bien. Il était difficile d'avoir une image claire, et comme il n'y avait pas de boîte noire ni de preuves réelles du cockpit, tout reposait sur des spéculations. Aucun message personnel ou document n'a jamais été trouvé qui pourrait éclairer ses intentions, juste des spéculations. Une théorie populaire est que Zahari aurait pu délibérément dévier l'avion de sa trajectoire et l'aurait conduit profondément dans l'océan dans une plongée contrôlée. Si cela est vrai, cela expliquerait le trajet calme du vol fantôme et le silence soudain après l'arrêt du transpondeur. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve solide, et c'est ce qui rend cette affaire si frustrante. Enquête et théorie. Une fois qu'il fut clair que le vol MH370 ne reviendrait pas, l'enquête officielle a commencé. Mais dès le départ, c'était un désastre. Différents pays étaient impliqués, chacun avait une opinion différente et personne n'avait de réponse claire. La Malaisie a dirigé l'enquête officielle, mais il n'était pas au seul. L'Australie, la Chine, les États-Unis et plusieurs autres pays se sont joints à l'effort. Les experts ont examiné les données radars, les signaux satellites et les systèmes de l'avion. Les équipes de recherche ont couvert des milliers de kilomètres d'océan, mais toujours pas de réponse solide. Donc, naturellement, les gens ont commencé à élaborer des théories. Certaines étaient basées sur des faits, d'autres pas tellement. La première était que le pilote l'avait fait, et c'était l'une des théories les plus discutées. Certains enquêteurs pensent tous que le capitaine Zahari Shah a tout planifié. Ils pensent qu'il a attendu que l'avion passe dans un espace sans radar, l'a fait demi-tour, a désactivé les systèmes de communication et l'a conduit dans les profondeurs de l'océan Indien. Mais pourquoi ferait-il cela? Certains disent qu'il était profondément malheureux, peut-être déprimé. Peut-être était-ce une sorte de mission kamikaze, ou voulait-il faire une déclaration, ou peut-être a-t-il simplement craqué. Mais cette théorie est pleine de failles. Tout d'abord, Zahari n'a laissé aucune note. Donc, il n'y a aucune preuve solide d'un mobile. Et les amis et la famille disent qu'il aimait son travail et n'était pas du genre à faire du mal aux autres. Pourtant, avec les données du simulateur de vol montrant un itinéraire similaire et le comportement étrange de l'avion, la théorie du pilote reste en tête de liste de nombreux experts. Une autre spéculation populaire est que l'avion a peut-être été détourné, peut-être par un passager ou même un membre de l'équipage. Dans cette théorie, le pirate de l'air désactive le transpondeur, redirige l'avion et essaie de le conduire ailleurs. Encore une fois, cette théorie a des failles, notamment le fait que personne n'a revendiqué la responsabilité. Il n'y a eu aucune demande menace ou appel de rançon.
Dans presque tous les détournements connus, quelqu'un finit par se manifester, mais cela ne s'est pas produit ici. De plus, chaque passager a été vérifié et personne ne semblait suspect. Pourtant, certains pensent que cela pourrait être un coup monté de l'intérieur avec quelqu'un secrètement formé pour piloter, prenant le contrôle. Certains experts ont émis l'hypothèse que l'avion pourrait avoir subi une défaillance technique, un problème électrique ou une perte soudaine de pression en cabine. Peut-être que l'équipage a fait demi-tour, mais a été incapacitado en raison des conditions en cabine, ce qui expliquerait le virage et le silence. La théorie est que l'avion a continué à voler en pilote automatique jusqu'à ce qu'il soit à court de carburant et se soit écrasé dans l'océan. C'est possible, mais les critiques disent que cela n'explique pas pourquoi les systèmes ont été désactivés ou pourquoi l'avion a suivi un trajet aussi étrange. Mais ensuite, la théorie suivante devient un peu plus suspecte. Certaines personnes pensent que le MH370 s'est peut-être trop approché d'un espace aérien militaire sensible, peut-être en Malaisie, en Thaïlande, ou même de la base américaine de Diego Garcia. Aurait-il pu être intercepté par erreur ou impliqué dans un incident militaire? Les gouvernements le nient bien sûr. Mais les retards dans le partage des données radar et la confusion dans les premières heures n'ont fait qu'ajouter du carburant au feu. Certains pensent que les pays en savent plus qu'ils ne le disent, et peut-être est-ce que vrai. Mais jusqu'à présent, aucune preuve réelle ne soutient cela. Mais l'idée persiste surtout en ligne. Le prétendu message texte. L'une des revendications les plus étranges et les plus discutées concernant la disparition du vol MH370 est l'histoire d'un mystérieux message texte qui est apparu en ligne peu après la disparition de l'avion. Une rumeur a commencé à se répandre selon laquelle un passager à bord du vol manquant aurait réussi à envoyer un message texte effrayant. Un message qui, selon certains, pourrait résoudre l'affaire. Naturellement, Internet s'est enflammé. Les gens ont affirmé que le message avait été envoyé par un passager nommé Philip Wood, un employé américain d'IBM qui était à bord du vol MH370. L'histoire est la suivante. Philip aurait réussi à cacher son téléphone pendant le prétendu détournement ou crash, puis l'a utilisé plus tard pour envoyer un message cryptique, bref. Le prétendu message disait simplement « J'ai été pris en otage par du personnel militaire inconnu après que mon vol a été détourné ». Le message incluait également soi-disant des coordonnées GPS, le plaçant sur ou près de la base militaire de Diego Garcia, une base américaine secrète au milieu de l'océan Indien. Certaines versions de la rumeur prétendaient même qu'il avait pris une photo dans l'obscurité totale et intégré les coordonnées GPS dans les données de l'image. C'est une histoire dramatique, et si elle était vraie, cela changerait tout ce que nous pensions savoir sur la disparition. Mais le problème est qu'il n'y a aucune preuve réelle que le message ait jamais été envoyé. Alors, d'où vient cette histoire? Elle est apparue pour la première fois sur des sites et forums de conspiration par des enquêteurs ou des membres de la famille. La photo liée à l'histoire était une image complètement noire. Les gens ont pointé du doigt les métadonnées de l'image disant qu'elles incluaient des coordonnées GPS pour Diego Garcia, mais les experts en technologie ont rapidement démystifié cela. Ils ont dit que les métadonnées pouvaient facilement être falsifiées ou altérées. De plus, les réseaux téléphoniques au-dessus de l'océan Indien ne fonctionnent pas comme sur Terre. Si Philip avait été à Diego Garcia, son téléphone aurait dû se connecter à un satellite ou utiliser des tours cellulaires locales qui sont toutes deux étroitement contrôlées et surveillées sur les bases militaires. Il n'y a aucun enregistrement confirmé d'un signal ou d'un appel de son numéro.
L'armée américaine a également fermement nié tout lien avec le MH370 ou la prétention qu'il avait atterri ou été emmené à Diego Garcia, et aucun membre de la famille de Philip Wood n'a jamais confirmé qu'il avait envoyé un tel message. En fait, ils n'en ont jamais parlé publiquement. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle attiré autant d'attention? La réponse simple est que les gens étaient désespérés de trouver des réponses. La disparition du MH370 était déroutante, frustrante et effrayante. L'idée que quelqu'un à bord ait pu tendre la main même pour une seconde offrait une petite lueur d'espoir. Cela donnait aux gens quelque chose à quoi se raccrocher. Mais c'est aussi pourquoi les fausses pistes peuvent être dangereuses. Cette rumeur a détourné l'attention des gens de l'enquête réelle. Elle a envoyé des détectives d'Internet dans des impasses et a ajouté plus de bruit à un mystère déjà confus. Et pire encore, elle a donné de faux espoirs aux familles, rendant le processus de deuil encore plus difficile. Pourtant, beaucoup de gens continuent de croire que l'histoire est vraie. Ils disent que l'armée ou le gouvernement l'ont dissimulé. Ils croient que Philip Wood était vivant et a essayé de tendre la main, tandis que d'autres pensent que le message pourrait être réel, mais a été supprimé ou caché. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve solide, juste beaucoup de spéculations. Même les principaux enquêteurs et experts en aviation ont dit que l'histoire ne tient pas debout. Le timing, l'emplacement et la technologie rendent tout cela hautement improbable. Un message aurait-il pu être envoyé? Après avoir entendu parler du message texte de Philip Wood, beaucoup de gens se sont demandé si quelqu'un à bord aurait vraiment pu envoyer un message, ce qui est une question assez légitime. Le fait est que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes habitués à rester connectés même à 30 000 pieds. Mais la vérité est que l'envoi d'un message depuis un avion au-dessus de l'océan n'est pas si simple, surtout en 2014. À l'époque, la plupart des vols commerciaux n'avaient même pas de Wi-Fi, surtout sur des compagnies comme Malaysia Airlines. Donc, à moins que quelqu'un n'ait eu accès à un équipement spécial ou à un service satellite, la seule façon d'envoyer un message aurait été par un signal cellulaire classique. Et c'est là le problème. La plupart des océans du monde n'ont pas de tours cellulaires. Les avions survolant la Terre restent aussi souvent connectés via des tours basées au sol. Mais une fois qu'ils s'éloignent au-dessus de l'eau, ils perdent généralement le signal complètement. C'est pourquoi les téléphones affichent souvent aucun service pendant les longs vols internationaux. Le vol MH370 survolait la mer de Chine méridionale lorsqu'il s'est tu pour la première fois. Plus tard, sur la base des données satellites, il a probablement traversé le détroit de Malacca, puis s'est dirigé vers le vaste océan Indien, loin de la Terre et de toute couverture cellulaire. Donc même si un passager avait un téléphone dans sa poche ou son sac, il n'aurait probablement pas pu se connecter à quoi que ce soit une fois que l'avion était loin de la Terre. Mais nous pourrions aussi envisager les téléphones satellites. Certains avions ont des téléphones satellites dans le cockpit ou en classe affaires. Ceux-ci peuvent s'y passer des appels même dans des zones reculées, mais ils ne sont pas faciles à utiliser et les passagers ne peuvent pas simplement en sortir un de la poche de leur siège et commencer à envoyer des messages. Si quelqu'un avait un téléphone satellite personnel, ce qui est rare, il aurait peut-être pu envoyer un message. Mais encore une fois, nous n'avons aucune preuve que quiconque à bord du MH370 en avait un. De plus, les téléphones de satellite ne sont pas invisibles. Les appels et messages via les réseaux satellites sont enregistrés et traçables. Jusqu'à présent, aucun fournisseur de satellites n'a signalé d'appel ou de message provenant du vol. Ensuite, une autre chose à considérer est de savoir
si quelqu'un aurait même eu l'occasion d'envoyer un message. Si l'avion a perdu de la pression rapidement ou a connu une urgence, les passagers auraient été pu être incapacités en quelques minutes. Si le pilote a délibérément coupé la communication et changé de cap, il est probable qu'il ait pris des mesures pour empêcher quiconque d'alerter le monde extérieur. De plus, si quelque chose s'est produit pendant que les passagers dormaient, ce qui est très possible, car le vol a décollé à 00:41, ils n'ont peut-être même pas su que quelque chose n'allait pas. Alors un message aurait-il vraiment pu être envoyé? Techniquement, c'est possible, mais très, très improbable. Il aurait fallu un téléphone fonctionnel, un signal suffisamment fort du temps pour taper et envoyer le message et un réseau pour le recevoir. Cela fait beaucoup à demander pendant ce qui était probablement une série d'événements rapides et déroutants. Ainsi bien que l'idée d'un message d'un passager soit intéressante et fasse un bon titre, les chances que cela se soit réellement produit sont proches de zéro. Épave et débris. Pendant plus d'un an, après la disparition du vol MH370, aucun morceau de l'avion n'avait été retrouvé. Les familles étaient désespérées d'avoir des preuves et les équipes de recherche ont travaillé sans relâche, fouillant des milliers de kilomètres d'océan, mais en vain. On aurait presque dit que l'avion s'était volatilisé, ce qui a conduit les gens à spéculer sauvagement. Puis, en juillet 2015, tout a changé. Un morceau de débris a échoué sur une plage de l'île de la Réunion, un petit territoire français dans l'océan Indien. Il se trouvait à environ 200-300 miles de la dernière position connue de l'avion. La pièce était un flaperon, une section d'aile utilisée pour aider à contrôler l'avion pendant le vol. Il était abîmé et couvert de bernacles, ce qui suggérait qu'il avait passé de nombreux mois à dériver en mer, mais il s'agissait clairement d'une partie d'un Boeing 717, le même modèle que le MH370. Les experts ont rapidement confirmé qu'il provenait du MH370. Pour la première fois, il y avait une preuve physique réelle que l'avion s'était écrasé quelque part dans l'océan. Après cela, d'autres débris ont commencé à apparaître. Des morceaux ont été trouvés au Mozambique, à Madagascar, en Afrique du Sud, à Maurice et dans d'autres endroits le long de l'océan Indien occidental. Certains étaient grands, comme des parties du capot moteur. D'autres étaient minuscules, comme des panneaux intérieurs des coussins de siège et même des cadres de fenêtres. Chaque nouveau morceau donnait un petit aperçu du crash. Mais aucun d'eux ne répondait à la plus grande question. Pourquoi l'avion s'est-il écrasé? La plupart des débris étaient trop endommagés ou trop petits pour donner des réponses claires. Certains de ces morceaux montraient des signes d'érosion, probablement à cause des mois, voire des années passées à dériver dans l'océan. D'autres avaient de la vie marine qui y poussait. Mais rien n'a dit aux enquêteurs exactement où le crash s'était produit. Et sans un site d'impact clair, les enquêteurs ont dû se fier à des suppositions et à des modèles de probabilité. L'océan Indien est immense et le terrain sous-marin est accidenté. Même avec des données satellites et des études des modèles de dérive, réduire la zone de crash a été extrêmement difficile. Les courants océaniques peuvent transporter des débris sur des milliers de miles dans des directions imprévisibles. Un morceau pourrait dériver vers le nord, tandis qu'un autre va à l'ouest pendant des mois avant d'atteindre la Terre. Au total, plus de 30 morceaux de débris suspectés du MH370 ont été trouvés, mais seuls quelques-uns ont été officiellement confirmés. Pour les familles, chaque morceau apportait un mélange de douleur et d'espoir. D'un côté, les débris étaient la preuve que leurs proches étaient partis. De l'autre, ils gardaient l'affaire vivante et leur donnaient bientôt quelque chose de réel à quoi se raccrocher. Mais toujours l'épave principale, y compris les boîtes noires, n'a jamais été retrouvée. Et c'est la partie la plus frustrante. Sans les boîtes noires,
Les enquêteurs ne peuvent ne pas entendre ce qui a été dit dans le cockpit ou ce qui a mal tourné dans les derniers instants. Les débris confirment le crash, mais ils ne résolvent pas le mystère. Ils prouvent seulement ce que beaucoup craignaient depuis le début. Le vol MH370 s'est terminé dans l'océan. Mais comment et pourquoi reste sans réponse. Les profondeurs de l'océan. Trouver quelques morceaux de l'avion a confirmé ce que beaucoup craignaient. Mais cela a aussi soulevé une question encore plus difficile. Si les parties du MH370 échouent sur des plages lointaines, où est-ce? Le reste, la réponse se trouve probablement quelque part au fond de l'océan Indien. Et c'est un problème plus grand que la plupart des gens ne le réalisent. La partie de l'océan supposée contenir l'épave est l'un des endroits les plus reculés et hostiles de la Terre. Ce n'est pas seulement loin de la Terre, c'est incroyablement profond, avec certaines zones descendant à plus de 20 000 pieds. Cela représente plus de 3 miles sous le haut. À cette profondeur, il n'y a pas de lumière solaire. La température est proche du gel et la pression est si intense qu'elle peut écraser l'acier. Même avec toute notre technologie, nous n'avons cartographié qu'une petite partie du fond marin dans cette région. Le fond océanique n'est pas lisse non plus. Il est plein de crêtes abruptes, de vallées étroites et de falaises sous-marines, ce qui rend l'exploration de la zone comparable à la recherche d'une chaîne de montagnes dans l'obscurité totale. Les équipes de recherche ont utilisé des sonars avancés et des véhicules sous-marins, mais les progrès étaient douloureusement lents. Certains équipements ont échoué et même lorsque les scans détectaient des formes inhabituelles, elles se révélaient souvent être des rochers. Des mois passaient sans découverte significative et chaque jour coûtait de l'argent, du temps et de l'espoir. Ensuite, il y a le problème des courants océaniques. Même si vous aviez une idée approximative de l'endroit où l'avion s'est écrasé, les courants auraient pu pousser l'épave à des miles de distance ou disperser les morceaux à différentes profondeurs. Certaines parties peuvent être enterrées dans des sédiments mous, tandis que d'autres pourraient être coincées dans des fissures étroites entre des formations rocheuses. La réalité est que l'océan a eu des années pour cacher cette épave, et plus quelque chose reste sous l'eau, plus il devient difficile à récupérer. La corrosion détériore progressivement les structures métalliques. La vie marine recouvre tout, et les petits morceaux peuvent dériver ou couler plus profondément hors de portée. C'est pourquoi, malgré tous les efforts, le corps principal de l'avion et les boîtiers noirs n'ont toujours pas été retrouvés, car l'océan ne livre pas ses secrets facilement. Ainsi, alors que des morceaux du MH370 ont atteint la terre ferme, la vérité, derrière ce qui s'est passé, repose peut-être encore au fond de l'un des endroits les plus inaccessibles du monde. Mais nous devons nous demander, et si le message était réel et que nous avions simplement choisi d'ignorer la vérité qu'il revendiquait, quelqu'un aurait-il pu survivre assez longtemps pour l'envoyer, ou sommes-nous en train de poursuivre des ombres pendant que la vraie vérité est cachée à la vue de tous? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur la suivante à l'écran.